Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée What is dubbing où nous allons plonger dans l'univers fascinant du doublage. Mais avant de commencer, nous souhaitons rendre hommage à une légende du doublage disparue dimanche dernier à l'âge de 82 ans, Benoît Alman, la voix emblématique et régulière de Morgan Freeman. Pour lui rendre cet hommage, nous allons d'abord visionner une courte vidéo. Regardez. Mais comprenez-moi bien, monsieur Tanner. Vous en oublierez même jusqu'à mon existence et celle de cet endroit. Et votre nouveau choix sera pour vous le seul que vous n'ayez jamais fait. Bien évidemment, si vous tardez à briser le bulbe, celui-ci vous ramènera dans notre présent. Êtes-vous prêt, monsieur Tanner? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Page qui va rendre aussi hommage à son ami et collègue du doublage. Bonjour à toi. Salut, salut, bonjour, c'est Padge, mais voilà, déjà tu m'as pris, tu me mets dans l'émotion déjà, dans la Eh première oui, seconde. eh Je ne oui. connaissais pas cet extrait de Ben. Bah oui, Ben est parti vers les étoiles, tutoyer les galaxies et je l'ai mis dans une des stories, j'ai mis, «Dieu va enfin accueillir son meilleur imitateur». Et donc, donc voilà, oui, bien sûr, alors moi ça va, j'ai des, comment je dirais, des croyances, je ne crois pas que ça s'arrête, après la mort. Donc voilà, un autre voyage pour Ben, on se retrouvera un jour et puis voilà, donc énorme amitié avec lui, énorme, considération, ouais, c'était un de mes plus proches amis franchement, dans ce métier évidemment. Et donc voilà, tout le monde lui a rendu hommage, énormément, énormément de monde, donc c'était un grand bienfait de sentir autant d'amour, de tendresse, de tristesse aussi de la part de toutes les communautés, qui en ont parlé, et il y a beaucoup de médias aussi qui en ont parlé. En tout cas, on tout le monde a rendu hommage à son génie, à sa manière d'être, à son humanité, à comment il était en tant qu'être humain, et c'est assez marrant parce que quand même il avait rencontré Morgan Freeman quelques mois auparavant, ou même quelques semaines auparavant. C'était pas en avril, hein, en avril Oui, bah, 2024, il je y a crois, hein. très, très peu de temps qu'il avait Mm. rencontré Morgan Freeman alors que ça fait 30, 40 ans qu'il le double, et ce qui est fou, c'est que, bah, Morgan Freeman, a envoyé un texte, lui aussi rendant hommage à sa voix française, et donc ça, quel plus grand hommage que l'acteur qui t'accompagne toute ta vie, et ben, t'accompagne aussi dans la mort quelque part. Et donc voilà, donc merci Ben, merci pour tous ces moments, tous ceux qui me connaissent, qui nous connaissent, nous l'équipe, que ça soit toi, que ça soit Fred qui est de l'autre côté, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on sait qu'on a fait des émissions, on a voilà, tout le monde sait qu'on était très proches, l'un de l'autre, et peut-être que je ne sais pas si vous avez mis aussi une autre surprise dans cette émission où j'ai eu le plaisir d'accueillir une, 2 ou même 3 fois, Ben pour des différents travaux, et pour finir, sur l'hommage à Ben, ce qui est bien, c'est que quand j'avais mes activités ou quand j'ai mes activités de producteur et qu'on me demande avec qui j'ai envie de travailler ou qui c'est que je vais faire travailler, il y a beaucoup de projets où la première personne qui venait à mon esprit, c'était Ben, et presque plus autant humainement qu'au niveau de la qualité de son travail vocal, et voilà, donc voilà, une belle âme, qui va apprendre, aux autres âmes, dans l'éternité à vivre avec un bon son de voix, voilà. Du coup, ben, va rejoindre tout simplement d'autres comédiens de doublage qu'on a connus aussi, Patrick Poivet, Alan Dorval, ainsi que Patrick Béthune. Après, j'en oublie peut-être parce que Ouais, il y en a plein il y en a qui sont plein, donc partis, du coup, bah, du coup, il va les rejoindre et certainement faire du doublage ou faire la fête, je ah sais ouais, pas. ils vont s'amuser J'en sais là-haut, Ils vont ils vont s'amuser. s'amuser. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire. Tu imagines que dans un aéropage, ils sont en train avec les anges, en train de discuter, et puis tu as Stallone qui répond à Morgan Freeman, ça fait quand même la blague, hein. C'est pas mal. Ah ouais, ah ouais, 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 après la blague.
Donc, bah, merci pour cette belle hommage, pour Benoît Alman. Voilà, du coup, on va pouvoir enchaîner sur le sujet de maintenant, c'est-à-dire toi, Patch, vu que tu es l'invité de cette émission. Merci. Voilà, est-ce que tu bon, je sais pas s'il y a des personnes qui peuvent te connaître, mais est-ce que tu pourrais te présenter, à tous ceux qui vont regarder cette émission? Et ben pour tous ceux qui regardent pour la première fois cette émission, What is Doing? Eh bien, mon nom est Pierre-Alain de Garrigue et tout le monde m'appelle Padge. Pourquoi? Parce que Pierre-Alain de Garrigue, c'est très long, mais les débuts de chaque nom de Pierre-Alain de chaque mot Pierre-Alain de Garrigue, eh ben, ça fait Padge. C'est pas plus difficile que ça. Donc je suis, un comédien, producteur, chanteur, musicien, donc voilà, depuis, des années et des années. Mon premier métier, ça a plutôt été la musique et c'est toujours un peu la musique en tant que créateur, batteur, chanteur, et producteur surtout pour des musiques de films et donc très vite dans ma vie, très, très vite à partir de 22-23 ans, j'ai basculé, dans dans la comédie, même si c'était pas mon axe principal. Mais j'avais quand même fait, des pièces de théâtre, à l'école, donc je savais que je pouvais jouer la comédie. En fait, tout à fait par hasard, on en discutera peut-être plus tard, eh bien, je me suis trouvé dans le doublage. Alors c'est pas le principal, moi mon axe principal, tout le monde dit comédien de doublage, mais mon axe principal où j'ai été le plus vite reconnu, il y a une quarantaine d'années, c'est déjà, la publicité, beaucoup, beaucoup de publicité. Je suis devenu un peu rapidement monsieur pub et j'en ai fait des milliers et ensuite le jeu vidéo puisque, quand le jeu vidéo, il y a quand les voix dans le jeu vidéo ont commencé il y a à peu près 35 ou aussi 40 ans et il fallait des voix pour faire ces jeux vidéo. On ne savait pas que le jeu vidéo allait devenir, le business et l'énorme impact mondial que cela peut avoir maintenant et donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de publicité, beaucoup de jeux vidéo, du documentaire, des séries et cetera. Mais j'ai pas trop été dans je ne suis pas trop marqué doublage, par exemple. Je n'ai pas de de, mmh, de personnage ou en tout cas d'acteur comme Benoît avait Morgan Freeman ou d'autres, comme Emmanuel Curtil a Jim Carrey, ou le gars de Friends. Donc en fait, je n'ai pas un acteur particulier qui me suit ou que je suis, pardon et voilà, donc j'ai une multiplicité d'endroits où je peux travailler avec ma voix. Le doublage est plutôt, la 3 ou quatrième partie, que ce soit du doublage, de séries, que ce soit du doublage de dessins animés ou que ce soit le doublage de films. Et donc voilà, donc vraiment pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, ils m'ont certainement beaucoup plus entendu, dans la publicité ou les documentaires et le jeu vidéo que dans des films. Et puis ensuite, eh bien évidemment dans la dernière partie, en tout cas dans la partie suivante de ma carrière, eh bien, j'ai un peu suivi et aussi pratiquement sans le faire exprès, un peu aussi grâce à Fred qui est derrière les manettes, et bien, toute la dynamique YouTube et TikTok et cetera, réseaux sociaux et je me suis un peu par hasard, mis à cela et bon ça a très bien marché parce qu'ensuite ça a décliné avec les conventions de gamers, les Japan Expo, les Paris Games Week, voilà tous ces rassemblements de fans, de geeks, de gamers et voilà et donc maintenant je prends des plus vieux, si je puis dire, ou les plus qui est intégré dans ce mouvement de la pop culture actuelle, qui voilà, qui rassemble énormément de gens et j'en suis très content et très fier, et sans l'avoir fait exprès, bah, j'ai suivi une rivière de communautés que je ne connaissais pas avant. Moi, je connaissais très, très peu je suis pas du tout un joueur de jeux vidéo, j'y connais rien du tout. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, Fabien ou Fred, si tu te rappelles, mais on avait fait Oui, des émissions qui s'appelaient «Je ne sais absolument pas de jeux jouer» oui, à et côté donc de Zarkiel qui te faisait aux côtés connaître de le jeu Zarkiel. Mario, je crois, le jeu Mario et un autre jeu Voilà, qui voilà. s'appelle, Never Alone, si je me souviens bien. Voilà et Never Alone et en fait, bah, c'était, je sais pas jouer, quoi et donc je suis quand même rentré dans ce truc-là en appréciant de plus en plus les communautés, bah, tout ce qui se fait autour, donc voilà l'explication. Donc Et pour ceux donc qui ne me connaissent pas, je suis un Mimizanais, je suis de Mimizan-Plage, je suis un surfeur, d'où ce look de surfeur improbable et je suis un Parisien aussi, voilà. ouais, tu un peu de tout, quoi. Un Je petit suis un peu peu de de tout, tout. j'ai un peu de tout, ouais et on parle pas des origines encore, hein. Ouais, en plus, ouais.
Donc du coup, vu que tu avais fait ces 2 émissions, est-ce que tu as réessayé d'y jouer ou pas aux jeux vidéo? Faut avouer une chose, je vais être tout à fait honnête, c'est pas tellement mon truc. Non pas que ça c'est pas tellement mon truc, mais je fais tellement de choses à côté que je prends pas peut-être ce temps-là pour jouer à ça parce que alors j'ai pas dit que j'estimerais que ça serait de la perte de temps, mais comme je suis pas un joueur dans l'âme, c'est surtout ça, hein. Moi, chez moi, Mmh. ils jouent et moi je joue pas. Je suis pas un joueur, je suis pas un joueur de cartes, je suis pas un joueur de il y a plein de trucs, je suis pas un joueur et donc ce qui fait que non, non, j'ai pas continué après, l'événement à Exarchiel, j'ai pas continué à l'événement, ce qu'on avait fait à Exarchiel, j'ai pas Mmh. continué, j'ai pas eu l'envie, en fait. Mais alors ce qui est très marrant, c'est que et ce que tu sais Fabien, bien sûr que tu le sais et tout le monde le sait, je tourne aussi des séries dont la série Noob, si vous connaissez Oui, la série Noob, Fabien, tu connais la série Noob oui, et bah, donc c'est vrai, je j'ai suis fan. intégré voilà, j'ai intégré les Noobs, j'ai intégré les Noobs il y a à peu près il y a 4 ou 5 ans. J'ai été appelé par Fabien, pour Fournier, hein, pas Fabien Moreau, Oui, 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 il Fabien faut Fournier. préciser. Fantôme, on dit Voilà, fantôme, tout le monde comprend. j'ai été appelé par Fabien Fournier pour en fait donner la réplique à Parker Lewis, si vous vous rappelez, ou Corinne Nemec qui jouait aussi dans Stargate, parce que Corinne Nemec voulait tourner avec eux et il leur fallait un acteur professionnel pour donner la réplique et Fabien m'a octroyé un rôle pour donner la réplique à Corinne et Corinne qui est un homme, hein, on croit que c'était une femme mais c'est un homme, Corinne Nemec. Corinne Nemec. Mmh. Et donc ça a tellement bien marché, ben, que j'ai intégré vraiment la structure de Noob et je suis devenu le grand méchant, de Noob et pourquoi je parle de ça? Parce que par rapport à ce qu'on disait, au phénomène geek, ce qui est très marrant, c'est que la première fois que je reçois le texte de Fabien, pour qu'il m'explique ce que j'ai à faire, je ne comprends pas un seul mot de ce que je dois dire. Ce sont que Ouais, si tu continues à commencer Noob, c'est un univers Noob, donc justement un univers c'est geek, hein l'univers et MMORPG avec leurs propres thèmes et toi, c'était tu que des termes comprends pas, quoi. tu vois les MMORPG, je disais Murpug, hein, donc Ouais, ouais, ouais. tu donc mais après j'ai appris et encore une fois j'ai intégré cet univers avec un grand, grand, grand plaisir. Voilà, du coup, pour, on va continuer avec des questions sur le doublage maintenant. Mmh mh. Mmh. Alors si tu sais comment je fonctionne, tu te rappelles que pour l'interview qu'on avait fait, j'avais divisé ça en plusieurs thèmes et ça n'a pas Ouais, changé. Ça n'a pas changé. d'accord. Vas-y, vas-y, On va roule. voilà, Feu. donc là, on va faire un résumé global, donc enfin, moi, j'appelle ça comme D'accord. ça, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La première question, c'est comment as-tu atterri dans le métier du doublage? Bon, c'est vrai que je vais répéter ça, mais Oui, vas-y, tout le monde répète, le on sait aime parce bien qu'il y a répéter. eu bien sûr, parce qu'il y a eu des milliers Mmh. enfin des milliers, il y a eu des dizaines d'interviews là-dessus. Écoute, ça a été absolument par hasard, je vais le répéter, je vais raconter encore une fois l'histoire. Ça a été, absolument par hasard parce que j'étais musicien professionnel, donc je suis batteur et j'avais, 22, 23, 24 ans, je sais plus, 23 et j'étais en train de faire une séance d'enregistrement à la fois de chœur et de batterie et percussion au Palais des Congrès à Paris. En dessous du Palais des Congrès, en dessous du Palais des Congrès, il y a des studios et j'étais en séance, de chœur et il était midi. On venait juste de terminer et à côté, il y avait une séance de publicité. Il y avait un gros problème, avec le comédien. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y avait un gros problème, parce qu'il devait dire une phrase, pour une publicité, pour la fin d'une publicité, il devrait dire une phrase en 8 secondes et il y arrivait, mais en 10 secondes et ça faisait 2 heures et demie qu'ils essayaient d'y arriver et donc ils virent le gars et à l'époque, il y a pas internet, il y a pas de portable donc tu remplaces pas quelqu'un, si rapidement que ça et le réalisateur qui s'appelle Jean Becker, qui est un grand réalisateur, est venu à côté, dans la séance à côté, disant, hein, s'il y avait une autre séance de publicité, ce qui est rare à l'époque, et bien, je vais demander à quelqu'un de venir et en fait, c'était pas évidemment une séance de publicité, mais comme il connaissait l'ingénieur du son, il a exposé son problème et tout le monde m'a désigné, non pas en disant: «Il va y arriver Pierre-Alain», mais simplement parce que c'est moi qui chantais les chœurs, donc j'étais quelque part le plus proche du micro. Je savais utiliser les micros et donc je venais de terminer donc j'avais pas encore rangé les percus et donc j'ai été essayer je suis rentré dans la salle et on m'a essayé de me faire, dire une phrase qui a été un enfer
et je comprenais pourquoi il n'y arrivait pas et en fait et c la phrase à dire était, c'était une publicité pour la Juste Sèche de Justin Bridoux et je peux vous la refaire en direct évidemment et la pub le en 8 secondes, il fallait rentrer cette phrase qui disait: «La Juste Sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher, elle est sèche juste sèche, la Juste Sèche de Justaki, la Juste Sèche de Justaki, la Juste Sèche de Justin Bridoux». Voilà. Et ça devait rentrer en 8 secondes. Évidemment, j'essaye, je le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je n'y arrive absolument pas et là, il se passe quand même quelque chose, c'est que mon background de batteur, fait office à ce moment-là. Mon cerveau se met en mode, «Attention, tu fais n'importe quoi, mais il faut pas faire comme ça. Il faut que tu lises la phrase comme si c'était une portée. Donc tu ne regardes pas les voyelles, tu regardes les consonnes. Le L de la, pas le A. Le J de juste, pas le U ni le S, c'est trop petit. Le T, c'est bon. Le E, tu laisses tomber. Et en fait, comme si mon cerveau suivait des croches ou des doubles croches. Tac, 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 tac. Et j'ai essayé cette technique et, et la première prise, je suis tombé à 1 seconde, même pas. Et la deuxième prise, elle était carrément dedans. Et donc, au lieu qu'il y ait un grand waouh dans la salle et que Becker, le réalisateur, dise waouh, super, merci, incroyable, pas du tout. Il m'a pas du tout dit ça. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait: toi, tu viens tout de suite avec moi. Et en fait, il m'a dit: «Beh, c'est bon», il m'a dit: «Mais monsieur Becker, moi je peux pas, je dois ranger mes affaires». Il me dit: «Ben voilà mon adresse, viens signer tes contrats demain». Mais je dis: «Des contrats de quoi?» Et en fait, cette voix allait être sur 3 films. Il faut savoir qu'à l'époque, donc en 84 ou 83, ça fait longtemps donc, et bien, il faut savoir que la publicité, c'était un eldorado d'argent et donc je suis arrivé le lendemain pour signer mon contrat. Quand j'ai vu, écrit rémunération, je me suis retourné vers lui et j'ai dit: «Monsieur Becker, c'est mon numéro de sécurité sociale?» Non, c'était l'argent que j'allais toucher, c'était énorme et il m'a dit tout de suite, «Tu as vraiment un truc, il faudrait que tu continues à faire ça» et genre dans l'après-midi, il m'a emmené avec lui dans une séance pour Danone et alors je ne veux pas tout raconter, mais en fait, en l'occurrence, il me fait essayer un truc sur Danone, à la fois chanter, qui faisait: «Mmh Danone», à la fois chanter et parler et je suis devenu la voix Danone, carrément, à la seconde, quoi et à partir de ce moment-là, il m'a emmené dans tous les studios. Il m'a fait rencontrer plein de réalisateurs en disant que, bah, j'étais quelqu'un qui pouvait faire un petit peu n'importe quoi et je m'apercevais, c'est là où les choses sont incroyables, que j'étais vraiment fait pour ça, quoi. J'étais fait pour incarner un texte, alors que j'avais pas beaucoup comment dirais-je? D'expérience dans la comédie et je pouvais facilement, comprendre ce qu'on me demandait à partir du moment où il y avait un texte devant moi. Et donc en l'espace de un an et demi, bah, je suis devenu, le gars qui travaillait pratiquement le plus dans la pub et ça a duré et ça dure encore, depuis, 40 ans, quoi. Donc voilà, ça c'est la première partie, puis ensuite il y a eu du jeu vidéo. Je suis arrivé au moment où le jeu vidéo, ils avaient besoin ils encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, le jeu vidéo n'était absolument pas, ce que ça allait devenir maintenant. Donc ils ont dit: «Bah tiens, il nous faut des voix pour tel, truc nouveau qui sont, bah, des programmes qu'on essaye de faire sur des ordinateurs. Donc ça a été Little Big Adventure, ça a été, les premiers bah, Adi, Adibou, Rayman, donc en fait la préhistoire de tout ça, beh, ils avaient besoin de voix, mais en fait, comme à l'époque, le doublage, c'était pas du numérique, c'était de l'analogique. Donc ça veut dire que les gens devaient rester en équipe, tous les comédiens restaient ensemble parce qu'en fait, en analogique, on commençait de la première scène et on allait à la dernière scène. Maintenant, maintenant on enregistre tout seul et on va sur le fichier qui correspond à notre scène. Et donc, et bien comme les équipes restaient ensemble, bah, il y avait pas beaucoup de voix, libres pour faire quelque chose qui était pas super connu à l'époque, contrairement à maintenant. Donc en fait, on m'a appelé tout de suite en disant: «Bah, vous qui faites de la pub et qui allez très, très vite, venez faire une voix pour, voilà». Alors, tout d'un coup, on se retrouve à faire des trucs dans l'espace et après on te dit que ça s'appelle Star Wars. Après, tu fais, voilà, donc j'ai suivi et mon parcours, il a vraiment accompagné la comment la montée des jeux vidéo.
Donc voilà. Donc la préhistoire de ça, je suis rentré comme ça, absolument par hasard. J'étais pas fait pour ça. Je n'ai pas, suivi comme certains, la Comédie Française ou le Cours Florent et cetera. Non, je suis là, c'est mon instinct, mais qui est de toute façon pourquoi ça marche? Parce que ma formation, c'est une formation musicale et c'est la plus importante. Voilà. En tant que batteur, j'allie ce qu'on a besoin dans la comédie, c'est-à-dire le rythme et la hauteur de voix. Comment se présentent tes journées en tant que comédien de doublage? Alors elles sont différentes un petit peu de il y a quelques années, d'abord parce que j'ai plusieurs activités différentes. Une journée de comédien de doublage ou en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait qui en disons que ça regroupe encore une fois, c'est la voix enregistrée, hein, donc ça veut dire que on est là, doublage, comment on va utiliser notre voix? On va l'utiliser dans les films, dans les séries, pour les documentaires, pour les jeux vidéo, pour la publicité radio, pour la publicité télé, pour les billboards et pour internet. Voilà, ça regroupe à peu près tout ça. Donc bah, ça dépend, on t'appelle. Alors moi souvent, alors d'abord en amont, on a tous des sites internet, qui montrent, bah, quel type de voix on peut faire. De l'autre côté, il y a des agences de pub, ou des clients, qui sont ensemble et qui construisent, bah, des publicités ou des projets et donc ils ont besoin d'une voix féminine ou masculine. Donc à ce moment-là, ils vont chercher dans dans leur connaissance ou dans leur banque, de données, bah, la voix qui correspondrait le plus. La plupart du temps, il y a un casting qui est fait, donc ils prennent nos voix même sans qu'on le sache, en disant: «Bah, écoutez ça» et si on est choisi, en tout cas à mon niveau, si on est choisi et bien on nous appelle en disant: «Tiens, tu as été choisi, pour tel truc, est-ce que tu peux mettre une option, tel jour, telle heure?» et cetera ou d'autres, si tu peux pas, on change. Donc à partir du moment où on est choisi, donc tu sais que, par exemple, mardi à 10 heures, eh bien, tu vas commencer une séance, qu'elle soit de publicité ou de documentaire et là, tu poses la question en amont en disant: «C'est quoi exactement?» Si c'est de la publicité, par exemple, pour Orangina, je sais que je vais prendre à peu près, ça dépend, je demande les formats qu'il y a, quelle télé et cetera. Je vois à peu près je vois à Mmh. peu près ce qu'on doit finaliser comme, format. Ça peut être par exemple, 3 20 secondes et un truc pour YouTube. Donc ça veut dire que là, je vais y consacrer 2 heures et demie, 3 heures parce qu'on va chercher quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et donc et là, je vais aller en séance, avec une agence. Mais si c'est du documentaire, là, pour le coup, je vais booker toute la journée ou je vais booker la moitié de la journée ou 2 jours si c'est d'autres choses ou ça peut être aussi des livres lus. Donc là, ça peut être 4 jours de suite sur le même projet. Donc voilà, il y a différentes manières d'aborder le travail en lui-même. Ensuite, bah, ça peut être, donc une journée peut être, consacrée encore une fois, je peux commencer à 10 heures une publicité, puis ensuite à 12:30, alors on n'a pas d'horaire pour manger spécialement, on mange quand on peut, si on bosse beaucoup, et ensuite il peut y avoir, ben, encore une fois une séance de dessin animé qui va pas être dans les mêmes studios que la séance de pub. La séance de pub, on va vraiment être dans des petits studios, très fermés pour que la voix, soit vraiment un peu «étouffée» entre guillemets et qu'elle soit, possiblement optimistement, mixable d'une certaine façon. Par contre, quand on fait du doublage, là, on est sur on n'est pas avec des casques, d'ailleurs, on le fait rarement avec des casques et on a des grands écrans dans des grands espaces parce qu'évidemment, des fois, il faut faire des scènes à plusieurs. Maintenant, c'est vrai qu'on ne fait plus de scènes à plusieurs parce que techniquement, les mixeurs doivent avoir la qualité parfaite du son, donc on est tous devant le micro au centre. Donc en fait, numériquement, on enregistre toutes nos scènes, pas ensemble. Donc voilà, ça peut être un documentaire, ça peut être, du jeu vidéo et ces différents types de travaux parce que, la grosse différence, c'est ce que je disais sur ma grosse, vidéo que j'ai fait, qui s'appelle «Devenir une voix». J'explique vraiment qu'il y a une grosse différence entre le doublage de séries, de dessins animés et de films, par rapport à la publicité. C'est la grosse différence, c'est que, dans la publicité, au moment où vous enregistrez, eh bien, vous avez un client. C'est-à-dire que le client Monsieur Propre, le client, Orangina, il est là. C'est-à-dire que Monsieur ou Madame Orangina, entre guillemets, il est là et donc en 1 heure, il faut délivrer quelque chose qui soit, vendable.
Et donc c'est une pression qui est pas du tout pareille que faire un film, parce qu'un film, on est un peu entre nous. Le directeur de plateau, celui qui va nous diriger sur le film, eh bien, c'est souvent un ex-comédien ou un comédien aussi qui travaille, et donc on est plutôt entre artistes, et donc ça veut dire que je dis tout le temps, cette phrase, je dis tout le temps: «Quand on fait du doublage, on est un peu dans le show business, et quand on fait de la publicité, on est un peu dans le business show». Voilà. Très bien. Y a-t-il eu un moment clé dans ta carrière qui t'a conforté dans le choix de devenir un comédien de doublage? Bah, non, pas exactement, parce que c'est plutôt d'autres rencontres qui font que le hasard m'a mis sur cette voie-là, mais c'est ce que je t'ai dit, je viens de te l'expliquer, 2-3 fois avec, des exemples. À partir du moment où ça a toujours été des hasards, mais ces hasards ont été extrêmement bien servis par le fait que, bah, j'étais fait pour ça. Encore une fois, j'ai pas du tout fait exprès d'arriver dans la pub, j'ai pas du tout fait exprès d'arriver dans le jeu vidéo. Je me suis pas posé la question, quand j'ai fait des premiers doublages ou les documentaires. J'étais, dans le flow de ce que j'étais vraiment, je dirais, dans le bon chemin. Après, ce qui m'a conforté, pour répondre à ta question, bah, c'est les réactions des professionnels. À partir du moment où un professionnel est très, très content, voit que tu travailles très, 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 très vite, parce que travailler très vite, ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais des économies aux gens, ce qui est important. Bah, oui, parce que, travailler 5 heures dans un studio, et qu'au bout de 5 heures, bah, tu payes 5 heures d'enregistrement, bah, le studio et Ça a un coût, l'ingénieur du oui. son. Alors que si tu fais la même chose en 1 heure et quart, c'est pas du tout la même chose pour les clients. Et donc, bah, ce qui m'a conforté, c'est vraiment, la confiance qu'on m'a accordée, mais une haute confiance. Et ça va encore plus loin, parce que, alors je le dis sans frime, mais c'est comme ça, mais quand il y a c'est très souvent que quand il y avait quand il y a des choses très, très, très difficiles à faire ou à inventer, et ben, on est 4 ou 5 où on fait appel à nous, très souvent, quoi. D'accord. On passe à la prochaine question du coup. On Vas-y. enchaîne. Quelle partie de travail dans le doublage te paraît le plus difficile et la plus technique? Bah, c'est pas les mêmes techniques de travail de partout. Quand tu fais un doublage, d'abord tu regardes, comment joue le personnage. Si c'est un personnage, de film, tu regardes, exactement comment joue le personnage, et puis tu t'imprègnes. Si on t'a choisi, c'est que tu es quelqu'un qui va apporter au personnage, ta couleur à toi, et tu peux un peu t'en éloigner. Un exemple, Bruce Willis, avait une voix particulière. Patrick, quand il incarne Bruce Willis en voix française, c'est pas du tout la voix de Bruce Willis, mais par contre, il a apporté ce côté, incroyable, avec de l'humour, beaucoup plus que Willis d'ailleurs, Mmh. en Ouais. VO. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Donc en fait, le travail est différent pour chaque partie. Le doublage, donc on s'imprègne de la manière d'être du comédien. On voit les boucles avant, on s'imprègne, mais on doit délivrer très, très rapidement alors, parce que c'est ça qui est difficile d'abord, dans le doublage, c'est qu'il faut voir que le comédien, ça fait des mois et des mois, voire des années, 1 ou 2 ans où il s'imprègne du personnage, donc il a été loin dans la recherche de l'émotion, et là, toi, il faut que tu la délivres en 1 minute, ou 2 minutes, donc il faut comprendre ça. Donc il y a un domaine de conscience, d'interprétation, de conscience de ce qu'a fait le comédien, qui est très important. Quand tu fais du dessin animé, c'est pas la même chose, parce que là, tu as une plus grande liberté. Tu peux vraiment, si on te prend pour inventer des choses. Alors si tu dois t'approcher du dessin animé, japonais ou américain, donc tu un peu on te choisit un peu pour la même voie là, et puis, si c'est un dessin animé français, bah, pour le coup, tu peux vraiment inventer des choses. Je donne l'exemple de ce que j'ai fait dans Les Mystérieuses Cités d'Or, où j'incarne 2 gros personnages dans la nouvelle série, qui est super d'ailleurs. Les gens l'ont un peu, bananée, mais franchement, c'est une très belle série, et où je joue, à la fois, le génie, comment dire? Ami des enfants, qui s'appelle, Ambrosius, avec une voix qui est très, «Oh, oh, oh, je suis tellement content d'être ici!» un peu à la Heimerdinger, et en fait, on m'a laissé la liberté d'inventer ce personnage, et pareil pour le grand méchant qui s'appelle Zarès, on m'a donné la liberté de donner la voix que je voulais à Zarès, et pas Zariès, hein, on est d'accord, et Oui. hem et donc voilà, donc ça c'est aussi une partie, qui est très agréable. La partie la plus chiante, il faut avouer, les gens ils diront: «Ah bon?» Heu,
non, en tout cas, je reviens revenir sur la partie la plus chiante, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, par exemple, de l'autre côté, c'est inventer des voix pour la publicité. Quand je dis Mmh. inventer, c'est-à-dire, on n'a pas d on quand tu fais du doublage, ta voix est définie par la bande rythmo, donc tu dois parler sur la ligne rouge, donc ça a été détecté avant, donc tu fais pas d'erreur de rythme quelque part. Enfin, t'en fais, si t'en fais, mais le rythme, il est défini par la ligne rouge, alors que dans la publicité, il y a aucune définition. Tu dois rentrer dans des tempos, donc tu inventes ton propre tempo et moi j'adore ça. Et voilà, donc que ça soit publicité radio, publicité télé, même la difficulté de la radio comme de la télé, c'est en fait ces difficultés de ce côté-là, c'est, ben, gérer les clients, ça c'est il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout, hein, qui s'énervent tout de suite en disant: «Bah, écoutez, je vous ai fait les 4 premières prises, la première elle est bonne». C'est arrivé très souvent que ça se passe pas bien là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de gérer, les clients, d'être très zen et tout. C'est un vrai exercice mental, humain, voilà. Mais le truc le plus chiant, honnêtement, c'est le jeu vidéo. Alors tout le monde dit, «Waouh, mais moi je suis super connu dans le jeu vidéo et cetera», mais c'est le truc le plus chiant. Pourquoi c'est le plus chiant? Parce qu'en fait, le jeu vidéo, tu es un perroquet. Tu es vraiment un perroquet. Tu as été vraiment choisi parce que tu peux faire la voix qui a déjà été inventée et qui peut pas bouger. Parce que quand tu arrives, par exemple, League of Legends ou Hearthstone ou Warcraft, eh bien tout a déjà été enregistré et tout fait 1 seconde 2, 3 secondes 1, 1 seconde 4 et cetera, et tu dois exactement faire la même chose que ce qu'a fait l'américain. Donc en fait, on a des waves devant nous sur les ordinateurs et puis on l'entend en américain ou en japonais puisque je l'ai fait en japonais pour, enfin sur un dessin animé sur, Final Fantasy, 7 je crois, où Cette j'étais remake, un pour être précis, et Laurie Burst, oui, je crois aussi. c'est celui-là, voilà, voilà, Voilà. où je suis le chef des brigands. Bon, ben, en fait, par exemple, pour Hearthstone, je donne l'exemple, tu avais la voix anglaise qui faisait: «Hey, what's you gonna do?» Et toi, tu arrives, tu fais: «Hey, bonjour à vous!» Tu vois? C'était à peu Ouais, près ouais, ça. Tu dois ça être dans le ressemble, même quoi. timing. Mmh. Donc au bout alors, tu dois être totalement caméléon. Tu dois être vraiment je dirais qu'on t'autorise pas à inventer, autre chose que ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est la donc c'est sympa à faire quand parce que les équipes sont sympas. C'est sympa à faire avec les ingé son, avec tout ça, avec l'énergie parce que moi, quand on me demande de faire, sur League of Legends, je fais donc des 4 gros, personnages qui sont donc Kled, Heimerdinger, Wukong et Rammus. Eh Le plus bien, à connu, chaque c'est fois, Kled c'est d'ailleurs. oui, c'est Le plus Claude qui fait: «Scarred, Scarred, mais qu'est-ce que tu fais?» Voilà. Et donc c'est intéressant, mais c'est intéressant pour le côté énergie qu'on t'a pris parce que tu peux, délivrer un peu de la tu peux bananer et cetera. Mais bon, il y a pas beaucoup de créativité. Il faut avouer que donc voilà, je pourrais encore parler des autres trucs. Si, la dernière chose qui est assez marrant, c'est faire du documentaire. Un documentaire, c'est très intéressant parce que là, tu racontes avec vraiment ton sens, le plus humain qui essaye d'être le plus, f haut possible pour pouvoir raconter des histoires sans embêter les gens. Parce que évidemment un documentaire, c'est minimum, 25, 30, 40, 45 minutes, voire 90 et donc il faut que tu racontes une histoire sans embêter les gens et ce qui est la difficulté de ça, c'est, ben, d'abord de raconter. Moi, j'adore ça et ça se passe plutôt bien, mais la grande difficulté qu'il y a et ben, c'est en fait, la confrontation souvent avec les réalisateurs. Quand je dis confrontation, pourquoi j'explique? Parce que la confrontation, elle est assez marrante parce qu'un réalisateur de documentaire, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 15 ans ou 10 ans qu'ils sont sur le même film. Ils ont été les documentaires animaliers, les gars, ils ont passé 2, 3 ans à filmer, des oiseaux qui bougent une fois l'an, quoi, enfin entre guillemets et donc Mmh, le truc, c'est que quand ils ont monté leur film et ben, ils ont souvent soit enregistré leur voix, pour placer un peu leur truc, soit ils entendent un type de voix, ils entendent, ils sont habitués tellement et en fait, ils se retrouvent bah, tu te retrouves avec des gens qui disent, «Ah, je l'entendais autrement» et cetera et la plupart du temps, tu dis: «Excusez-moi, non, non, alors je vais essayer de le faire comme vous voulez, mais je peux vous assurer que ça marche pas» et souvent, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si tu leur volais leur bébé, ce qui est normal, hein, oui, ils tu ont leur leur voles propre leur idée à eux. bébé. Mmh. Exactement, ils ont leur propre idée et ça, c'est un peu parfois difficile, voilà. D'accord, très bien. Eh ben, merci pour cette question. Enfin, pour la réponse surtout, parce que la Ou cette question, c'est réponse aussi plutôt, la réponse, ouais, la oui, la réponse, ouais. réponse, oui, je me suis trompé, c'est des choses qui arrivent. Alors là, ça va être 2 alors c'est 2 questions, mais faut enfin, tu vas y répondre évidemment et il y en a un, s'il est avec nous, il va se marrer parce qu'on s'est amusé à s'entraîner dessus. Comment te prépares-tu à un rôle vocal? Ça, c'est la première question
Et as-tu un rituel spécifique avant d'enregistrer? Ça, c'est la deuxième. Alors ma réponse, elle va être super simple. Je n'ai absolument rien de tout ça. Je ne me prépare pas, Pas de je yoga? ne f j'ai pas bah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais Je sais mais pas. mais oui, mais c'était ma réponse après. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, bon. pour spécifiquement la voix, non, je ne fais absolument rien. Par contre, dans ma vie, je ne bois pas, je fume pas, je dors et je fais de la méditation. Donc la base, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pas n'importe quoi. Après, je suis pas le genre de mec à mettre des écharpes toutes les 4 secondes en disant: «Éteignez la clim, je vais prendre froid». Parce que moi, je suis en moto toute l'année depuis 40 ans, donc je sais ce que c'est que d'avoir Tu as froid et je n'ai l'habitude. jamais froid. Ouais, j'ai l'habitude et j'ai pas peur de ça. Donc comme j'ai pas peur, je suis pas du tout un hypocondriaque, j'ai pas peur de tomber malade et je ne tombe donc jamais malade. Et donc en fait, mais j'ai pas de routine. Non, 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 j'ai aucune routine, la seule routine que je pourrais dire, c'est une routine de «champion» entre guillemets. Quand je dis champion, je le dis sans prétention, mais de haut sportif. Je me considère comme un en fait, je me considère comme un un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise les sportifs de haut niveau? C'est le niveau de focus et de conscience qu'on peut au moment présent. Que ça soit au basket, que ça soit en 100 mètres, que ça soit en Formule 1, tu dois être dans l'instant présent totalement. Tu dois pas inventer autre chose ni chercher autre chose. Donc en fait, ce que j'ai la capacité à être focus, focus. Quand je parlais tout à l'heure de documentaire, quand tu as un documentaire de 1 heure et demie à faire et que chaque mot est important et cetera, l'œil, la coordination œil-bouche, concentration et cetera, moi, elle est très, très élevée là-dessus et c'est justement parce que je ne bois pas, je ne fume pas, je suis pas fatigué, je fais attention, je fais du sport, enfin voilà. Le truc, c'est que c'est une optimisation de ma vie pour pouvoir faire mon métier. Mais j'ai pas de routine, pas du tout, aucune. Tu t'entretiens, en fait, voilà. Bah, oui, enfin, c'est ma vie en premier er Mmh. qui en fait, qui est utile, pour mon métier. Mais, j'ai pas de je fais pas des blablabla, oh, 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 tu vois? Non, ça Oui, n'existe oui, pas ça. Pas chez moi en tout d'accord, cas. d'accord, OK. Parmi tous tes projets auxquels tu as participé, quel personnage ou projet t'a le plus marqué et pourquoi? Ah, les questions sont Waouh, corsées. ça c'est pas facile, hein. Les questions sont Ah écoute, corsées. il y a tellement de trucs à dire parce qu'après, c'est peut-être pas que dans la voix. J'ai eu la chance d'être repéré, dans une comédie musicale où j'avais le rôle principal par Luc Besson, qui m'a emmené sur, Le Grand Bleu. Il m'a donné un petit rôle dans Le Grand Bleu. Quand je suis revenu du Grand Bleu, il m'a dit: «Je veux travailler avec toi». J'ai commencé à travailler à la production pendant 18 ans et je lui ai demandé à partir du moment où je commençais les voix, de me laisser faire des voix, mais j'ai continué à travailler avec, Luc. J'ai fait Nikita, j'ai fait Le Grand Bleu, Nikita, Le Cinquième Élément, enfin j'ai travaillé sur plein de projets. Donc ça, c'est des choses qui m'ont bien marqué. J'ai continué la musique, j'ai produit des musiques de films pour Cousteau, j'ai, des musiques de symphoniques. Il y a plein de choses. Après des personnages, oui, je dirais que, le fait que, par exemple, j'ai inventé la voix des lapins crétins absolument par hasard quand on faisait Rayman, ça c'est un moment qui a été assez marrant. Grisi, bah, tiens, Grisi qu'on voit, oui, j'adore Grisi, Grisi, oui, Grisi. Ouais, Grisi et les Lemmings, tiens, bah, je dis lapin crétin au moment où il passe. voilà. Heu Grisi, oui, qui est Grisi et Lemmings. Alors, il faut savoir que Grisi et Lemmings, c'est une boîte française qui s'appelle Harry et qui sont des super mecs, des grands copains et on a commencé pratiquement ensemble il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils devaient être 4 à travailler sur un petit dessin animé pour FR3 où j'avais fait leur première voix et des années après, eh bien, je suis la voix de Grisi et Grisi les Lemmings et ils sont une boîte Harry, maintenant il y a 250 personnes et c'est le Waouh. dessin animé le plus vu au monde. Je répète, c'est le dessin animé le plus vu au monde. Ah ouais, ouais. Heu et entre Netflix, France 2 et cetera, c'est dans le monde entier. C'est Bon, bah, dommage en aussi. que j'ai pas demandé un centime sur chaque vue, je serais milliardaire. Hem et donc Grisi, oui, c'est important, il m'en vient plein, tout ce qui est dans les jeux vidéo, le Abe, Oddworld, l'Odyssée d'Abe, ça a été quand même très important aussi, il y a Adi Bou. Oblivion.
Adibou, bien sûr, oui, oui, bien évidemment. Bah Excuse-moi, oui, j'avais oublié encore. faut pas Ouais, oublier non Adibou, ça a plus, marqué voilà. ça a marqué, tellement de générations, ça me rappelle, quand je discutais avec Squeezie, qui me disait: «Mais tu nous as cassé les bonbons pendant des années!» Ouais, et donc oui, oui, ouais, mais il y en a tellement, tu sais, j'oublie au bout d'un moment. Disons que après maintenant, oui, tu as les l'aubergiste aussi d'Hearthstone, faut pas l'oublier, ça c'était voilà ce que bah, voilà, tiens, voilà, l'aubergiste, on le voit. Mais voilà. oui, justement, c'est-à-dire qu'il y a eu des dates un petit peu, clés, et les dates clés, c'est vraiment, de 2-3, grosses voix entre guillemets, je pourrais citer plein de pubs qui ont été hyper importantes, mais c'est des grosses voix, qui sont arrivées dans un espace-temps important. Encore une fois, tu dis, l'aubergiste d'Hearthstone avec en puis tous les dramas qu'il y a eu derrière, heu, mais l'aubergiste d'Hearthstone, ça a été très, très important parce que l'aubergiste d'Hearthstone, c'est ce qui vraiment, vraiment m'a mis le pied, dans les conventions, et me faire reconnaître de la communauté geek, ça, c'était vraiment très important et c'est après qu'est arrivée la reconnaissance sur League of Legends surtout. Alors c'est vachement bien parce que League of Legends, moi je suis la voix de la Carmine Corp en e-sport là. Mais moi c'est juste dingue quand j'arrive à la Paris Games Week et qu'il y avait un tournoi de la dernière fois de la Carmine, moi je passe un œil pour dire bonjour quoi à un ou deux personnes que je connais, mais c'est une émeute. Les mecs qui sont après moi, c'est Michael Jackson. Je suis là, je fais wow, c'est incroyable. Waouh, vas-y, il y a un concert Bon, là. ah oui, oui, c'est non, mais bon, ils sont super, je les adore, enfin, et Ouais, cetera. Donc voilà, il y a eu des je peux pas franchement ressortir, je peux pas vraiment ressortir, un rôle particulier parce que c'est des moments de ma vie, qui ont été, clutch mais qui me voilà, j'en ai plein. J'ai que j'ai que des des bons bons, moments. moments. Les moments je crois que les moments, pas bien, je les ai un peu oubliés, mais même les moments pas bien, ils m'ont permis d'avancer quand même. Donc voilà. Bah, c'est le principal, Mmh voilà, tout simplement. Selon toi, comment l'industrie du doublage a-t-elle évolué au fil des ans, surtout avec l'essor des jeux vidéo et des plateformes de streaming? Est-ce que je suis le mec le plus bien placé pour parler de ça? Je Bonne suis pas question. non, je suis pas Bonne question. ouais, mais je Après, suis pas un grand spécialiste, je suis pas, Marcus ni Conquerax. oui, Hem Non, je pourrais pas t'en parler vraiment, après, chacun utilise, les plateformes comme ils l'entendent, mais c'est vrai que l'explosion des ordinateurs, de la capacité de mémoire, les caméras, tout ce qui peut être fait maintenant, on peut faire tellement de trucs. Regardez ce qu'on est en train de faire à distance. On pouvait pas faire ça il y a une quinzaine d'années, il fallait qu'on soit dans un plateau. Donc maintenant, on peut se faire connaître, on peut échanger, on peut avoir des communautés extraordinaires. Ben, il y a qu'à voir les Z-Event, par exemple, c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Les gens qui pensaient d'ailleurs, j'ai beaucoup changé ma vision d'ailleurs là-dessus. Moi, comme je jouais pas aux jeux vidéo, je pensais que tous les joueurs de jeux vidéo, c'était des autistes qui restaient dans leur coin et qui parlaient à personne. Et ben, il s'avère que quand tu vois le TD Event et toutes les communautés qui se mettent ou ce qu'on avait fait pour Cœur de Gamer, par exemple. Donc, oui. toutes ces communautés qui se mettent en quatre pour aider les gens, et ben, il y a de la solidarité, il y a un humanisme. Donc en fait, je te dis, je suis pas tellement, pardon, je suis pas le placé. Je suis pas tellement habilité à parler. Encadre-toi. Ouais, ouais. Je suis pas tellement habilité à parler de l'évolution du jeu vidéo et du streaming parce que franchement, je suis pas bon là-dessus. Mais en tout cas, c'est les plus, énergiques, ceux qui ont une vision un petit peu, d'avenir qui se sont mis là-dedans et c'est un vrai je pense que autant la technique a développé, le rapport au public, qu'on peut avoir, autant nous, enfin nous et tous ceux qui font du streaming ou ce qu'on fait en ce moment, sont 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 les prémices de ce que la technique ensuite suivra quoi. Donc, on a besoin tiens, on aurait besoin de se voir beaucoup plus ensemble ou que par exemple ce qu'on discutait avec Fred, en off, tout à l'heure, comment dans quelques années on pourrait, pour un simple clic, être sur toutes les plateformes en même temps et qu'il y ait pas de perte de flux, ben ça va arriver. Pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais enfin, voilà, la technique suit, l'humain, l'humain suit la technique et je parle pas encore d'IA évidemment. Oui. Eh ben, justement, tu enchaînes bien. Est-ce que la régie, tu peux me lancer la vidéo de Touche pas à ma VF et après je vais poser la question à Page à ce sujet, s'il te plaît. Merci.
Allez, Bonjour, je suis Brigitte Lecordier, Donald Renew, Dorothée Pousseau, Adeline Chetaille, Lou Howard, Pascal Chemin, Lila Lacombe. je suis comédienne. Je suis comédien et je suis la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata, Samuel L. Jackson. Freezer, Jim Carrey, Mark Simpson. Je suis la voix française de Mère Simpson. Et notre métier pourrait totalement disparaître. Non, non, c'est pas une blague. Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots, qui auront été générées par le vol de nos voix. sans notre consentement, ni traçabilité. Oui, les IA sont nourries de toutes nos créations pour fonctionner. Cela touche le doublage. Mais aussi tous les artistes. Les graphistes. Musiciens, écrivains, chanteurs. Bah tous, quoi. Oh, pinaise! Vous avez compris, La culture est en danger. car l'IA n'inventera plus rien. Ça n'est pas un génie, petit canaillou. Et n'importe qui pourra s'en servir. Pour des arnaques de plus en plus crédibles, En usurpant par exemple votre identité ou celle d'un proche. Doublage, jeux vidéo, Et tous les métiers liés à la voix. Ce sont plus de 15 000 emplois, Artistes, production. Ingé son, direction artistique, sans oublier les auteurs et les adaptateurs. Si nous faisons ce métier, C'est pour défendre un accès à la culture pour tous. À travers notre sensibilité, nos émotions, alors exigez avec nous qu'elle soit de qualité. Un grand doublage implique de grandes responsabilités. vous qui êtes attachés à nos voix, Aidez-nous à les faire entendre Auprès de notre ministre de la Culture, Rachida Dati. pour que le doublage en France reste une exception culturelle. vous pouvez la taguer en commentaire Partagez en story, et signer la pétition dans nos bios respectives. hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes par des humains. et jamais par des machines. Merci de votre soutien. Et n'oubliez pas d'être exigeant. Vous n'allez tout de même pas laisser le doublage à Thanos. Alors évidemment, on mettra la Ah, pétition c'était dans une la belle, ah ouais, c'était une belle aventure, ça, on l'a bien fait, hein. Et puis, et on est allé, on a fait une manif l'autre jour derrière l'Opéra. Oui, oui, ils ont partagé sur les réseaux d'ailleurs. On a Ah vu ouais, ça. ouais. Même la police a fait des photos avec nous, c'était incroyable. Voilà, Et en espérant que oui, ça dis-moi. puisse bouger. En espérant que ça puisse bouger et plus avoir ce problème avec l'intelligence artificielle, quoi. En espérant. Écoute, le problème, c'est que dans ce que tu dis, ça peut pas exister ce que tu dis. C'est pas méchant ce que je dis du tout, hein, Fabien. Il y aura toujours une problématique de plus en plus grosse. Moi, tout le monde me connaît pour être quelqu'un d'extrêmement positif. Mais il faut avouer là que on est à un tournant de notre travail, de notre humanité aussi. Évidemment, je parle pas de choses que je connais pas sur la sécurité, sur tous les trucs, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de sorciers qui jouent avec le feu. Honnêtement, pour être vraiment réaliste, et Dieu sait si je ne le suis pas d'habitude, je pense que c'est mal barré. Dans quel sens c'est mal barré? Alors, pas pour moi, ça va. Pour certains, ça va. Tous ceux qu'on a vus dans la vidéo, Oui. ça va. Les carrières sont faites, les carrières sont là. Mais c'est ceux qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, je pense pas que les machines, ou en tout cas ceux qui payent pour faire construire ces machines, ont un souci de savoir que dans un petit endroit du monde qui s'appelle la France, il y a un endroit qui font des VF pour que les gens qui ne puissent pas écouter ou les gens qui préfèrent la VF Donc ils ont du comprennent pas. travail. Faut savoir que c'est que simplement 15, au niveau mondial, c'est que 15 000 personnes. Donc, qui dirait c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras et qu'on ne fait rien. La seule difficulté, c'est qu'on est face à un désir d'exponentialité des ressources et des gens qui veulent utiliser l'IA à tous les niveaux. Moi, en tant que musicien, depuis que je produis mon album, c'est-à-dire depuis 4 mois, puisque évidemment je travaille avec les ordinateurs, donc évidemment comme on est un peu espionné, on m'envoie des publicités par rapport à ce que je fais comme métier. Oui, je suis en enregistrement. Oui, oui. Pardon, c'est ma femme qui me dit qu'elle mange. Bonjour madame. On peut le garder, ça, on peut le garder. Ouais, regardez. Bonjour Et, madame, ça va? Bonjour madame.
Et donc, je disais, eh ben, il y a aucune volonté, ou alors elle est toute petite, de gens qui disent, «Ah ben, ce qu'il faut, c'est débrancher la prise d'internet, par rapport à l'IA». Mais non, ça peut pas exister. Moi, je rencontre des gens qui sont même des potes et qui sont des investisseurs et qui disent: «Ah oui, mais je suis en train d'investir 10 millions d'euros là-dedans». Qu'est-ce que tu veux faire? Je reçois, oui, je termine ce que je disais sur, je reçois donc des 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 applications, musicales qui sont juste dingues. Heu, j'ai je dirais que tu vois, ma meilleure réponse dans ta question, c'est que j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il y a pas de solution. Il y a aucune solution. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, il y a aucune solution. Il y a aucune Ouais, solution. Pourquoi? Parce que culturellement, dans 5 ans, qu'est-ce que les gens en auront à foutre de savoir qui parle? Après, ça va développer une niche encore plus importante de gens comme nous ou d'autres qui diront: «Ah oui, mais là, attention, c'est pas une IA, hein, c'est pas une IA». Et ben, ça va être comme les grands restaurants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es là et une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans, tu te payes un grand restaurant. Mais tu vas pas tous les jours au restaurant. Et puis, tu vas tous les jours et la plupart du temps, les gens, ils vont chez McDo, chez Quick et cetera. Bien que j'aime bien McDo et Quick, il y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, au niveau de la qualité de ce que tu manges, tu ne te poses pas la question tous les jours. La plupart du temps, 80 des gens, eh bien, prennent des trucs, font pas attention. Donc quelque part, ce souci d'avoir de la qualité, je ne pense pas que j'essaie d'être large, hein. Les gens, ils me disent: «Ouais, bah, dans 5 ans, ça c'est» moi, je vous le dis, dans 5 ans, on n'en entend plus parler de ce problème-là. Dans le sens où, les clients, ceux qui veulent faire des économies, moi, j'ai déjà été remplacé 2 fois, hein, sur un sur un projet, 2 fois. Mmh. Ouais. Mmh. Voilà, et donc je me suis un peu engueulé évidemment avec eux. Je leur ai dit: «Vous avez fait des économies?» Alors ils étaient pas franchement, contents, de ce qu'ils avaient, mais après comme ils m'ont énervé, je leur ai dit: «Vous m'appelez pas, c'est pas la peine». Vous me rappelez Parce que plus. ils Voilà. oui, vous me rappelez plus, oui, oui, de toute façon. Ouais. Et donc voilà, c'est sûr qu'il y a le seul truc qui marche pas, parce que nous, on l'a essayé, moi je l'ai essayé. Le seul truc qui marche pas, c'est parce qu'il y a une application qu'un de mes collaborateurs m'a envoyé il y a quelques jours et on a fait l'essai sur une de mes vidéos spirituelles. Et parce que l'application, elle est dingue. C'est-à-dire que tu m'entends, je vais vous la mettre en même temps. Tu vas voir, je vais te le faire. Je vais vous le faire en même temps, ça peut être intéressant pour les gens. On va C'est-à-dire que essayer. c'est une application qui prend ton son à toi et qu'il le traite dans toutes les langues que tu veux. La différence, c'est que, attends, j'essaie de le trouver, pardon. La différence, c'est que, pour l'instant, le, le comment le ah pardon, excuse-moi. Ah vas-y, on a le Ouais, temps, hein, ouais, un petit peu. César, ouais, ouais. Voilà, c'est là. C'est-à-dire que pour l'instant, ah pardon, excusez-moi, j'essaie de vous montrer vraiment. Pour l'instant, À la fois la douceur. les intentions, l'IA ne les comprend pas. Mais par contre, au niveau au niveau de ce que je dis, de mon timbre, c'est pas loin. Donc vous savez, je sais pas si tu te rappelles Fred et Fabien, la vidéo que j'avais faite sur les mamans. Vous vous rappelez Ah ça? oui, oui, oui. Mmh. Celle-là, je vous fais le son. C'est quoi une maman? 2 ans. Maman. 3 ans. Maman, je t'aime. Voilà, ça vous rappelez de cette, 10 ans. vous vous Oui, rappelez de ça, je me ça? souviens, oui. Oui, je me Voilà, souviens, oui. et ben, voilà quand même ce qu'elle a sorti en exactement 35 secondes. On lui a demandé en anglais. What is a mom? 2 years old, mom. 3 years old, mom. I love you. 10 years old, mom, whatever. 16 years old. Là, vous voyez pas, mais quand tu vois ma bouche, ça marche. C'est-à-dire qu'en Sauf que fait, ce que vous en entendez, c'est anglais, en anglais, en gros, il fait par rapport à ta bouche, en fait. oui, Il le mais il a pas exactement toutes les intentions, il prend pas Mmh. exactement les mêmes et je l'ai fait en italien. Écoute ça.
che cos'è una mamma. 2 anni, mamma. 3 anni, mamma. Ti amo. 10 anni, mamma, qualsiasi cosa. Tu vois, lui, t'as entendu? Mais t'as vu déjà la voix, c'est incroyable. Ouais, ouais. Et là, qu'il a dit, tre anni di mamma, c'est-à-dire que moi, je faisais 3 ans. Maman, tu vois, c'était 3 ans, 2 points, et ensuite la phrase. Là, il ne le comprend pas, l'intelligence artificielle. Il te le fait Mais le jour où il le comprend, il le fait en une traite, en fait. oui, il le fait un peu en une traite. Ouais. Mais t'as vu ça? Ça a été fait en 1 seconde. Donc ça veut dire, moi j'ai vu l'application du mec qui le fait, que c'est un copain qui me l'a envoyé. La vidéo qu'il a fait, il était là, il dit, ok, vous allez voir, c'est la fin du monde. Il parle comme ça, c'est la fin du monde. Voilà, là je vous parle en français et maintenant je vais vous parler en allemand. Je regarde sa bouche, le ton qu'il a, c'est exactement le même ton et c'est parfait en allemand, en cantonais, etc. Et là, bon. Et pour terminer là-dessus, c'est donc que ça, on peut pas dire à ces gens-là, arrêtez, nous on est là, les petits Français, on veut pas que vous le fassiez. Ça marche pas. Et après, la deuxième chose, c'est que nous, on se bat pour que ça soit traçable. Si les intelligences artificielles se nourrissent de nos voix, mais ça va au-delà de ça. Parce que, par exemple, maintenant, la nouvelle génération de voix qui va arriver, c'est quoi? Eh ben, les mecs, ils vont prendre, comme ce qu'on fait en musique, hein. Moi, en musique, je prends une nappe de tel truc, je prends une autre nappe avec une reverb de tel church, je prends un truc et je les rassemble. Mais là, tu demandes au prompt, je veux un composé de la voix de Pierre-Alain Garrigue, de Benoît Alman, d'un mec totalement inconnu qu'on ne saura pas qui c'est. Enfin, tu vois, tu fais un composé de 10 voix et tu t'amuses avec ça. Qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir une voix qui n'existe pas et qui est intraçable. Tu vois? Voilà. Voilà la problématique. Donc, honnêtement, je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Après, ça veut dire que quand on se trouve confronté à ce genre de truc, que ce soit nos métiers ou n'importe quoi, il va falloir donc utiliser tout ce qui se passe pour se réinventer. Il va falloir se réinventer. Et c'est là où le côté un peu spirituel, moi que j'ai en tout cas, c'est là où, eh bien, va falloir se réinventer, quoi. Va falloir peut-être changer de métier, va falloir faire autre chose, va falloir parce que si passer son énergie à se battre, et on le fait au niveau européen, mais tu vois, on touche pas à ma VF, ça a été un carton. Tout le monde, il y a énormément de gens qui l'ont signé. Et Rachida Dati, elle nous a même pas fait rien, zéro. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il veut que l'IA se développe. Pas l'IA contre nous, mais l'IA en général, pour pas être à la ramasse des Américains, des Bulgares, n'importe qui, du monde entier. Donc voilà, je suis pas du tout optimiste là-dessus. Il faut se mettre à la page. Oh, ça c'est bien vu pour terminer ce lourd sujet. Voilà. Et on va passer au thème de l'anecdote. As-tu des anecdotes que tu as vécues pendant les tournages avec Luc Besson, comme Nikita, Le Grand Bleu, en tant qu'acteur évidemment, et en tant que prod réalisateur dans Le Cinquième Élément, du coup? Bah, alors, ouais, les anecdotes, pas un Grand Bleu, ce qui était assez marrant, c'est que, Grand Bleu, je me suis retrouvé quand même, bon, je te passe sur le casting, comment il se passe. Bon, je suis choisi et j'arrive, ce qui était assez marrant, c'est que j'arrive, à Roissy, sous le panneau Gaumont, un dimanche soir, et donc je savais que j'allais partir en avion en Écosse, à Édimbourg, et je savais pas ce que j'allais faire. Après, personne m'avait spécialement averti ce qu'il y avait à faire. Enfin, je savais mon texte, mais pas ce qu'il y avait à faire exactement. Et donc j'ai vu arriver un grand mec, presque 2 mètres de haut, qui me dit: «Ça va, comment tu t'appelles?» «Je m'appelle Pierre-Alain Garrigue». On ne m'appelait pas Page à l'époque, et en fait, c'était Jean Reno, et Jean, avec qui on est restés très, très potes. Donc c'était la première fois que je voyais Jean Reno, et donc Luc est arrivé ensuite, que j'avais rencontré au casting, et puis on est parti en Écosse, et ensuite, les anecdotes, c'est qu'on peut le voir dans le film. En fait, moi, je suis le chef de plateforme en pleine mer écossaise, enfin mer du Nord. Et bon, c'était assez dangereux en fait, parce qu'on est allé avec des hélicoptères militaires, c'est ceux qu'on voit dans le film d'ailleurs, des gros hélicoptères.
et ça avait l'air d'un truc, marrant à voir comme ça, mais en fait, c'était, très impressionnant et c'était assez dangereux. Il nous avait dit: «Les gars, c'est assez dangereux parce que comme vous avez beaucoup de matériel dans les hélicoptères, on a mis, les comment on a mis le max d'essence, de pétrole, je sais pas comment on dit, dans les hélicos pour pouvoir aller au moins jusqu'à la plateforme de forage», parce que c'est dans une plateforme de forage au large de la mer du Nord et ils nous ont dit: «Le problème, c'est que s'il y a du vent, ça force sur l'hélico et donc il y a plus d'essence qui est dépensée et donc il faut qu'il y en ait assez pour être là-bas et revenir après». Et il s'est avéré qu'il y avait un un grand coup de vent. Mais bon, il y a pas eu de problème. Enfin, ils nous ont bien fait flipper. Voilà, on est passé 3 jours sur une plateforme de forage, c'était incroyable et je me suis très, très bien entendu avec Jean Reno, avec, Jean-Marc Barr et qui sont les 2 acteurs principaux et en rentrant, ben, Luc, dans l'avion, m'a dit: «Écoute, quand tu auras fini, la petite boutique des horreurs», c'était le nom de la comédie musicale où j'étais le rôle principal. Il m'a dit: «Bah, viens, j'aimerais bien travailler avec toi» et donc voilà, il m'a proposé de travailler avec lui et c'est avec lui que j'ai appris la production. J'étais un peu le relais entre, la Gaumont, donc ils sont des producteurs et les films, de Luc et donc voilà, donc on a tourné Nikita. Nikita, ça a été tourné beaucoup, en tout cas pour mes scènes à moi. Moi, je suis dans le début du film où je suis le chef des flics qui se prend une balle, de la Dans part la d'Anne tête. Parillo, c'est voilà, dans la tête. C'est pour ça qu'elle est condamnée à mort, parce qu'elle me tue et donc on a tourné une nuit, donc c'était tournage difficile et puis surtout, c'est une anecdote, mais qui est un peu chiant, c'était que le gars qui faisait les effets spéciaux et ben, en fait, était pas très, très bon. Quand je dis pas très, très bon, ça veut dire que c'était dangereux aussi parce qu'en fait, il nous disait que les impacts de billes de plomb qui étaient censés représenter les balles qui quand on traversait le champ et qu'on se faisait tirer dessus. Donc évidemment, quand on te filme toi, donc par derrière, on t'envoie des billes de plomb qui fracassent les fenêtres. Quand voilà, je passais comme ça Ouais. et les fenêtres étaient fracassées et ben, en fait, le gars nous disait que, bah, les billes allaient simplement tomber, quand elles quand elles, quand elle serait contre le plexiglas, quoi, enfin le truc qui devait se casser. Sauf que ça n'a pas du tout été ça et en fait, c'était vraiment des billes de plomb qui tiraient fort et heureusement que j'ai accéléré chaque prise que je faisais, enfin en tout cas la première que j'ai fait et que Luc s'est aperçu que les billes de plomb, se fracassaient sur le mur à 10 mètres. Il y a eu une grosse engueulade avec le chef des effets spéciaux et donc ça a été chaud parce qu'on ne pouvait pas le remplacer et il a donc été obligé de faire ça, donc on n'avait plus aucune, comment dirais confiance, avec lui, donc c'était pas super comme, alors non pas comme ambiance, mais c'était un peu chaud au niveau j'avais un peu peur et tout le monde avait peur. Donc voilà, donc mes design notes, j'en ai plein, à l'époque, ensuite, on a travaillé sur le cinquième élément. Enfin, d'abord, on a travaillé sur Atlantis, qui était un documentaire. Puis ensuite, on a travaillé sur le cinquième élément, parce que le cinquième élément, on a commencé à le travailler avant de faire Léon. Parce qu'en fait, Luc a décidé de faire Léon, parce que ça pouvait être coproduit par les Américains. Et en coproduisant Léon avec les Américains, il avait déjà les entrées pour pouvoir produire le cinquième élément avec Bruce Willis et tout ça. Et donc voilà, la petite anecdote que j'ai, c'est que, quand on était dans le casting du cinquième élément, un jour, on nous dit, «Va pas falloir sortir de vos bureaux, il y a quelqu'un qui vient», on nous dit pas qui et dans la rue, une dizaine de limousines qui s'arrêtent et on entend des bruits de bottes en fait dans l'escalier. C'était des escaliers en fer et Mmh. je regarde qui va dans le bureau de Luc, parce que j'étais juste à côté de lui et c'était Prince. Et en fait, il voulait donner le rôle du Black, qui a été donné à Chris Rock, à Prince. Donc voilà, donc j'ai vu Prince de près. Voilà. En Voilà, vrai, j'en ai en eu plein des film. comme ça. Mmh. Et est-ce que tu as des anecdotes par rapport aux comédiens de doublage quand tu doubles un personnage? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Heu, Ça me vient pas particulièrement, j'ai pas, Par exemple, quand tu fais Grésy et Lemmings, est-ce que tu as un genre d'anecdote quand tu le doubles? bah, c'est très physique, hein, Grésy, c'est-à-dire qu'il passe son temps à faire: «Mmh, ah, oh», à faire: «Oh, oh, bah, oh».
Non, c'est pas des grosses anecdotes, c'est en fait, la plupart des trucs, je m'aperçois que bon, si bien sûr, si je creusais, j'aurais plein de petites choses, mais bah, Grisi, en l'occurrence, c'est très physique, donc je suis hyper concentré, j'ai pas spécialement de trucs où ça rigole pas spécialement, hein, Tu perds ta voix i à la fin non, du non, non. tournage, non? Non, parce Ah que oui, oui, ça, non, c'est tu très c'est oui, dois. oui, oui, Mmh, c'est très physique, oui, oui, mmh, parce que Grisi, j'enchaîne chaque prise, c'est 7 c'est un épisode de Grisi, il fait 7 minutes, j'enregistre pendant 7 minutes. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo, sur YouTube. Mais non, autrement plein d'anecdotes. Bah, tu vois, c'est quand même pas mal de se retrouver, des fois, sur un tournage quand tu es plus jeune, ou d'un doublage et que tout d'un coup, encore une fois, c'est ce qu'on disait, tu as Morgan Freeman qui te parle à gauche, tu as James Bond qui te parle à droite, devant toi, tu as, Stallone parce qu'il faisait d'autres rôles, tu vois? Donc ça, c'était assez marrant, quoi, mais bizarrement, des anecdotes non, j'en ai pas beaucoup. J'ai plutôt des anecdotes avec des publicitaires, où parfois, c'est rare que ça soit mal passé, mais par bah si exemple, le Trésor de Kellogg's, par exemple, quand tu as fait ouais, mais les montages des gâteaux. voilà, j'allais te raconter celle-là. Le truc, il est Bah, assez marrant parce vas-y. que les trésors de Vas-y. Kellogg's, c'est que auparavant, avant que j'arrive, et que ça soit une autre équipe qui s'occupe des trésors, ils avaient un problème parce que c'était des films qui étaient faits avec c'était très mignon, c'était très, les petites céréales parlaient un petit peu comme ça Ouais, et puis en fait, ben, autour d'une table, on s'est retrouvés, puis il y avait un créatif qui s'appelle Christophe Sarraute qui était génial et qui est toujours génial d'ailleurs et qui me dit, bah, tiens, qui nous dit, attends, en réfléchissant, il dit: «Mais il faut qu'on trouve autre chose» et il a l'idée en disant: «Mais en fait, ces céréales mangent de chocolat, elles sont pleines de chocolat, et si on et c'est en fait, c'est des céréales killers» et donc le jeu de mots a fait que j'ai dit: «Bah, attends, j'ai une serial killer, au lieu d'être mignon, on va les faire super agressifs». Et ce miam miam et cette façon que j'avais de pouvoir, faire parler les céréales, bah, c'est devenu un énorme truc et il y a eu 40 ou 50 films qui ont été faits à partir de là. Voilà, ça c'est une des anecdotes. d'accord. Maintenant, on va passer au thème des conseils pour ceux qui veulent faire le métier de doublage. D'accord? Parce que là, Mmh mh. tu me suis, c'est bon. Donc du coup, première question, faut-il avoir de l'expérience pour devenir comédien de doublage? Si oui, lesquels? Ah bah, bien sûr, c'est une expérience pas de comédien de doublage, c'est d'abord une expérience de comédien. Alors après, moi je suis un peu atypique parce que je suis un comédien, alors sans prétention, né, c'est-à-dire que rythmiquement je suis je suis doué pour ça, mais ça veut pas dire que les autres sont pas doués et que mais la plupart, à 90 il faut vraiment suivre des études de comédie, savoir si vous arrivez à délivrer un texte, savoir si, c'est un métier de comédien, c'est pas être comédien de doublage. Tu es pas comédien de doublage. D'abord, tu es comédien, ça tout le monde le répète et ensuite tu fais du doublage, tu fais du théâtre, tu fais, du cinéma et cetera. C'est une des parties du travail de comédien. Heu Après, bah, je renvoie parce que tu la connais très bien cette vidéo, je renvoie à la vidéo que j'ai fait qui s'appelle «Devenir une voix», tout le monde veut des conseils, tout le monde veut des conseils, sur, parce que tout le monde veut faire ça maintenant et ça c'est Ouais, tu vois, on a bah, du parlé de coup l'IA tout à l'heure, mmh, moi je le conseil que j'ai honnêtement, vraiment s'il faut être totalement, transparent là-dessus, c'est que moi je conseille pas aux gens de faire ce métier. Je le conseille pas. Par contre, s'ils sont intéressés par ce métier, je leur conseille de faire un métier où il y a du pouvoir, parce qu'un comédien n'a pas de pouvoir. Un comédien ne fait qu'attendre que le téléphone sonne. Je ne parle pas des stars, stars, mais un comédien ne fait qu'attendre que le téléphone sonne et quand le téléphone sonne, ah oui, il sonne, puis autrement il dit: «Ah beh, il sonne pas». Par contre, il faut faire un métier qui a du pouvoir, où tu es instigateur de projet, donc réalisateur, scénariste, hem, tu es toujours en projet parce qu'un comédien, encore une fois, il attend. C'est très rare les comédiens qui, comme nous, pour certains regarde les comédiens les plus connus, en tout cas dans nos métiers, que ça soit, heu
la plupart qui font des grosses choses, Donald Regnault, Brigitte Lecordier, Dorothée Pousseau ou moi, on est tous des producteurs, on est tous des gens qui font des choses à côté, qui utilisent leur argent pour faire des choses Oui, vous faites pas que du et comédien, vous faites pas que du doublage, vous faites autre chose derrière, c'est normal. voilà, mais c'est le truc, c'est que là, le pouvoir, il est là parce que les gens qui ont de l'argent ou qui ont des projets, ils te font part de leur intérêt parce que tu es aussi producteur et voilà, c'est difficile. Être comédien maintenant, c'est un sacerdoce, hein, honnêtement, voilà, avant, je disais tout le temps: «Allez-y, suivez votre rêve». Là, maintenant, je dis: «Faites attention, soyez créatifs de votre côté, soyez un réalisateur, faites vos propres projets, filmez-vous si vous voulez, faites des trucs avec des bandes de copains, faites vos propres films et si ensuite il s'avère que vous êtes un bon comédien et que vous êtes bien filmé vous-même et qu'on vous choisit, vous continuez à être réalisateur et cetera. Mais attendre en tant que comédien et encore plus en tant que comédienne, heu, honnêtement avant je disais, oui, mais là je dis très, très difficile, parce qu'à un moment donné, il faut remplir le frigo quand même, hein et si tu as 15 ans ou 17 ans ou 18 ans, parce qu'il faut que tu habites à Paris, hein, je le disais dans ma vidéo, Mmh. tu peux pas être comédien de doublage si tu es pas à Paris, hein, de toute façon. Alors, c'est pour une question technique, hein, parce que tout le monde doit être devant le même micro. Donc, voilà, c'est pas un truc de dire: «C'est Et Paris, c'est Paris». puis Tout le monde tout se passe là-bas de toute façon, tout ce qui est, pour faire du doublage, c'est sur Paris. Après, je sais pas s'il y a ah d'autres bah, villes qui a des studios, oui, mais il y en a, mais c'est pas à un moment donné, si on te dit: «Faut que tu viennes faire un essai, demain après-midi», si tu habites Marseille, tu es quand même, OK et puis tu vas venir faire l'essai, puis ça va te coûter une blinde, puis si tu es pas pris, ben, tu vois, tu en as pour, 350 € de ta poche, voilà, moi j'ai plein de gens qui sont en province qui disent, «Ah ouais, j'arrive pas à travailler loin», mais j'ai dit: «Vous pouvez pas faut venir à Paris, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» et même là, c'est enfin bon, ça encore une fois, je renvoie vraiment à la vidéo que j'ai fait sur devenir une voix parce que ça explique tout ça. Mais je veux quand même rester, tout à fait, honnête, c'est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile. très bien. Du coup, on va passer à ton livre que tu as écrit. Voilà, attention. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre justement? Bah, d'abord, ça fait longtemps que j'apprends et que je sais un peu écrire parce qu'avant que je sois comédien, j'avais déjà fait un bouquin qui n'est pas sorti, mais j'avais quand même passé 1 an, presque 2 ans de ma vie à écrire. Donc je maîtrisais un peu les codes de l'écriture ou je les ai un peu toujours maîtrisés parce que c'était mon truc. Il faut savoir aussi que ma mère était quelqu'un de spirituellement très avancé, un peu médium, donc j'ai un peu baigné là-dedans, dans la spiritualité. Je parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire s'intéresser aux énergies, s'intéresser au mental, s'intéresser à le développement personnel. Maintenant, on dit développement personnel, mais développement personnel, ça démarre aussi de ce que sont tes parents, de ce que et comment tu te formes, au fil de ta vie. Et donc, voilà, j'avais envie comme j'avais beaucoup de gens qui me suivaient, qui entendaient beaucoup de côtés un peu positifs, même si juste avant, on a dit que j'étais un peu négatif sur le métier, mais voilà, donc je voulais repartager quelque chose un objet qui puisse accompagner les gens, dans leur, recherche de quelque chose, soit difficulté, soit, recherche de sérénité et puis faire un peu la preuve qu'à un moment donné, tu peux faire un métier très expansif, très, énergivore aussi, très, avec beaucoup de passion, de pulsion, voilà, moi je suis un mec ça fait comme ça et puis à un moment donné, bien expliquer si je suis comme ça, c'est parce qu'intérieurement, je travaille énormément. Donc en fait, c'est le livre, c'est un livre qui parle beaucoup donc ça s'appelle donc «L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité» et en fait, si tu toi qui l'as lu d'ailleurs, Fabien, Oui, oui, oui. c'est vraiment un livre qui en fait, essaye de te faire revenir à ton centre à chaque fois, c'est-à-dire que la principale chose pour créer des choses et bien, c'est de travailler à partir de son centre, de son être intérieur. Toutes les choses, je dis souvent aux gens: «Regardez tout autour de vous, tout ce qui vous entoure, nos ordinateurs là, le paravent derrière, le micro, les fringues qu'on a, tout a été pensé avant d'exister.
pensé, je le répète, avant d'exister. Alors peut-être pas par vous, mais ça a été pensé par quelqu'un avant d'exister. Donc ça veut dire que le premier mouvement qu'il y a dans l'être humain, c'est la pensée. Donc ce que vous pensez, soit vous le devenez, soit vous le manifestez. Donc ça veut dire faire attention à la manière dont on pense perpétuellement. C'est ce qui fera de vous, fera peut-être votre destin, c'est votre manière de penser. Et non pas de penser comme pensent les autres. Vous pouvez choisir de penser comme les autres, mais à un moment donné, c'est vous qui devez être au volant de votre véhicule et pas sur le siège arrière ou sur le siège à côté. Ça veut dire qu'à un moment donné, je prends toujours cet exemple et Fred, il me connaît bien là-dessus. Je l'ai souvent dit, quand les gens disent qu'il pleut à seau derrière et que les gens me disent oh, c'est un temps pourri, je leur dis vous savez pas la qualité de la pluie, c'est ce que vous buvez, c'est ce qui fait pousser les tomates que vous êtes en train de manger. Donc, au lieu de me dire que c'est un temps pourri, dites-moi que c'est un beau jour de pluie ou un beau jour de gris. Mais donc, ça veut dire que quand vous dites que le temps est pourri, vous vous habituez à penser que ça ne vous plaît pas, donc vous pensez ce type de choses. Et quand vous pensez ce type de choses, à la fois ça arrive, mais à la fois ça vous emmène dans un type d'émotion tellement particulière, eh ben, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura de la pluie, vous n'êtes pas en forme. Donc en 2025, il y aura 150 jours de pluie, donc ces 150 jours, vous pouvez les mettre à la poubelle. Plus les 80 jours où votre compagnon, votre conjoint ou conjointe va vous casser les bonbons, et donc vous mettez 80 jours de plus. Et je dis aux gens, donc ça veut dire que dans l'année, sur votre manière de penser, il restera peut-être 13 jours où vous direz: «Tiens, je me sens bien là» et encore. Donc ce que j'essaie de faire avec le livre, c'est de faire à chaque fois la preuve que ce que vous pensez d'instant en instant, c'est ce qui vous constitue, c'est ce qui vous rend, ce que vous êtes. Mais ce que vous êtes, que ça soit en bien ou en mal, ça démarre de l'intérieur. Ce n'est pas les autres qui décident pour vous, ce qu'il faut à la fois penser, à la fois penser pour vous. Donc ça veut dire que c'est un principe de j'ai parlé tout à l'heure d'athlètes de haut niveau. C'est le focus et l'entraînement des athlètes de haut niveau. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu veux devenir chirurgien, tu ne deviens pas chirurgien en 2 jours ou 1 semaine. C'est-à-dire que tu as 8 ans de travail, 10 ans de travail, tu t'habitues, tu te focuses sur quelque chose pour pouvoir délivrer du bonheur, sauver les gens, mais c'est 10 ans où tu as été focus sur quelque chose, ou 10 ou 15 et ça dure pendant 40 ou 50 ans. Et ben, c'est pareil pour la vie. Je dis attention, attention, attention à la manière dont vous pensez sur des pensées habituelles. Voilà, les gens qui se disent par exemple: «Oh, je suis trop con». Rien que cette phrase: «Oh, bah, je suis trop con». T'imagines, tu te le dis 20 fois par jour? Bah, en fait, ton corps, il sait que tu es trop con. Donc il va bien vouloir te le prouver d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc pour finir sur le bouquin, ce que j'ai essayé de faire avec Raphaël Le Cerf, mon co-auteur, voilà, c'est écrit, en dessous, des images et des mots pour se reconnecter à soi. Et en fait, voilà, ça c'est mon credo, c'est qu'est-ce que je vais faire à partir de moi? Et c'est pas de l'égoïsme, ou plutôt c'est un égoïsme divin, contrairement à un égocentrisme humain. Un égocentrique, il veut tout rapporter à lui. Un égoïste, il part de lui pour donner à l'extérieur, d'une certaine façon. Voilà, donc moi je l'ai lu, j'étais en fait, quand je lisais le livre, en fait, j'étais complètement ailleurs parce que quand je l'ai lu, j'étais chez ma mère et tout et quand elle voulait m'appeler pour, telle chose, j'étais concentré sur le livre, j'étais tellement zen que j'étais ailleurs quoi, il y avait la télé d'allumée mais en fait, j'étais concentré sur la lecture et je me sentais bien, parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, c'est que vu que j'avais ta voix dans ma tête, en fait, quand je lisais le livre, j'avais ta voix, je le lisais avec ta voix, tu vois? J'avais la voix Je qui comprends, était oui. derrière. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit Voilà, ça. Il y a beaucoup de monde qui m'a voilà, dit ça. Mais c'est tellement super, qu'on a merci d'ailleurs parce que voilà, mais c'était fait pour ça et les retours que j'ai d'ailleurs de plein de monde, c'est exactement ça. Alors après c'est une niche, hein, c'est pas un best-seller de millions de personnes et cetera, mais les gens qui l'ont eu ont cette réaction-là et merci encore, mais c'est un super de livre, hein. Moi, je le conseille pour ceux qui veulent, se ressourcer déjà et puis pour, voyager plutôt que de penser, par exemple, à la négativité dans la vie. Moi, je pense qu'il c'est faut ce le que j'ai dit lire. tout à l'heure. Voilà, C'est ce voilà, que tout j'ai dit tout à simplement. l'heure, ouais. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu as l'intention de d'en faire un deuxième livre, justement? Alors, pour l'instant, pas un deuxième livre, mais quoique, mais, je suis surtout sur un autre type de communication. Je me suis aperçu aussi que je vais utiliser tout ce que j'ai appris avec, Raphaël, dans le livre et
je suis en train d'écrire plein de modules de formation pour aider les gens, qui seront, vendus, hein, c'est pas gratuit, parce qu'il faut vivre aussi, mais des modules Mmh. de formation entre guillemets, j'appelle ça formation, mais c'est un peu des formations spirituelles. C'est-à-dire que ça va essayer de répondre à des problématiques qu'ont les gens. Bah, ça peut être le deuil, problème d'abondance dans le sens où on s'autorise pas à avoir de l'abondance parce que pour plein de raisons. Il y a une formation qui s'appelle «Embarquer dans le train de votre vie», et ben, qui parle justement du sujet un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, comment se reconnecter à soi, comment comprendre que ton destin, c'est toi qui vas le former à partir de ce que tu penses intérieurement. Et donc, avec des évidences évidemment, et donc des exercices, plein de choses. Donc voilà, donc le prochain step, c'est plutôt différentes formations, mais qui seront un peu dans la veine du livre, hein. Il y aura beaucoup de choses, il y a Mmh. beaucoup de choses qui vont sortir, sur mon nouveau site qui va s'appeler patchspirit.com, et donc où les gens pourront piocher des choses qui essaieront de répondre à leurs problématiques du moment. Très bien. Et ben, justement, on va parler de ton actualité et on va enchaîner là-dessus parce que c'est la dernière catégorie de cette émission, voilà. Ouais. Quelle est ton actualité? Tu plus souvent sur les réseaux sociaux, ça je l'ai vu, Instagram, TikTok. Donc, qu'est-ce que tu fais justement sur TikTok? Bon, moi je le sais très, très bien, mais pour ceux qui savent pas, par exemple, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Bah, il y a sociaux? Qu'est-ce que tu bah, proposes? ah, ce que j'ai voulu faire sur les réseaux sociaux, au départ, c'était un jeu un peu avec la team. Au départ, c'était des trucs, tiens, montrer, les à côté du travail sur le doublage ou les voix. Donc, j'ai fait ce compte qui s'appelle Paddy Officiel et où il y a 400 000 à peu près abonnés. Bon, je l'alimente plus beaucoup, parce qu'en fait, c'est toujours un petit peu, les mêmes choses. Mais par contre, après, on a eu l'idée de mettre en image, il y a quelques années, donc ma façon de penser qu'on a un peu développé, un côté un peu positif, et on s'est aperçu, ou je me suis aperçu que, bah, il y a énormément de gens qui suivaient ce type de vidéos où je suis face caméra et je prends un sujet que je développe et que avec le style que j'ai, voilà, je m'inspire, un petit peu parfois d'écrivains, mais je les refais à ma sauce, et puis, et il y a énormément de comment de vidéos, bah, qui touchent les gens, hein. Il y a quand même plus d'1 million d'abonnés, sur Patch Spirit, sur TikTok. Eh, bravo. Donc ouais, ouais, merci. Ouais, c'est 1 200 000, je crois, quelque chose comme ça, plus 200 et quelques mille sur, Facebook, ou qui réagit très, très bien Facebook. Et donc voilà, c'est des vidéos, ben, voilà, ça touche les gens. Je prends des sujets, comme ce que je viens d'expliquer pour les formations juste avant. Je prends des sujets, je les développe, je les mets en musique, bon, servi évidemment, je vais pas le cacher, par ma manière de raconter les choses, donc qui apaise les gens et qui on me le dit souvent. Donc voilà, j'essaie d'apporter de l'apaisement et de la beauté. En fait, voilà, ça résumerait un petit peu, mon travail sur Patch Spirit sur TikTok. C'est vraiment, amener, un petit peu de sérénité, un petit peu d'explication, de prise de conscience et de conscience de soi, ça c'est important, dans un empaquetage poétique musical, assez beau, voilà. Ça essaye d'être dans un de mettre la dynamique à la fois dans la conscience de soi et la beauté. Voilà. Voilà, donc avant de commencer l'émission, tu nous avais aussi parlé que tu étais en pleine création de ton album audio, musical, voilà. Oui, oui, Est-ce tout que à tu fait. peux nous en parler? Et est-ce que cet album, parce que je sais très bien que tu avais proposé un album pendant ton projet Ulule, est-ce que c'est l'album qu'on attend depuis au moins 5 ans? Oui, oui, certainement. Parce Il y a eu que moi tellement il y a j'attends eu toujours en fait. Ouais, ouais, J'attends il y a eu toujours. tellement de trucs entre-temps, il y a eu tellement de trucs entre-temps. Effectivement, c'est retour, à ma base, c'est-à-dire la musique, qui m'a jamais quitté évidemment, et donc là, les projets sont très clairs, on est en plein dedans. C'est vraiment, en plein dedans, donc la production est assez importante. Alors qu'est-ce que ça veut dire, en tant que production? C'est-à-dire, alors moi, il y a quelques années, fait un album en 95, et hem donc qui devait sortir,
et qui n'est pas sorti, et je dirais presque heureusement pour moi à l'époque, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin si, je le sais, qui est pas sorti, dans le grand public en tout cas, parce que le contrat que j'avais signé, il me disait: «On va s'occuper de vous dans 6 mois, on attend qu'un petit, courant qui vient d'arriver», c'était en 95, qu'un petit courant qui vient d'arriver passe, dans 6 mois c'est terminé, on s'occupe de vous après, et le petit courant qui devait passer, ça s'appelait le rap. Donc tu vois, j'ai dû attendre longtemps avant qu'on essaie de s'occuper de Ouais, moi, ça et aurait été donc fait ça aurait voilà. fait drôle d'avoir Pudge en version rap, ça aurait fait drôle quand même, hein. Ouais. Ouais, enfin bon, c'était, moi j'étais pas dans le rap, moi c'était plutôt la Un grosse, peu grosse, de jazz? c'était la Non, pas du c'était un jazz? peu pop, hein, Un c'était peu pop pop? le 1er album, un peu pop. D'accord, oui. Et là, les le ou les projets, en fait, il y en a 4 qui sont intéressants. C'est le premier, c'est mon album, donc un album de funk qui s'appelle Good Vibes, fait avec beaucoup d'arrangeurs avec moi. Bon, j'écris tout, enfin j'écris tout. Il y a 4 covers, c'est-à-dire 4 morceaux très connus qui seront retravaillés par moi, qui sont d'ailleurs terminés, presque terminés. Ensuite, il y a, l'album que je produis de ma fille, son 2e EP, c'est-à-dire 2e petit album. Il y a un 3e album, qui va sortir, qui va justement être l'album de 95. Alors non pas retravaillé, mais certains morceaux retravaillés, très peu, mais l'album en entier parce qu'on l'a réécouté et on s'est dit: «La vache, le son qu'il y a maintenant, ça marche encore», donc on va C'est, certainement clipper tout ça. mmh. Alors ça sera en français, ça c'est l'album en français qui s'appelle 1000 ans, 1000 années, 1000 ans, et le 4e projet qui me tient, bon, comme tous les autres, bien à cœur, ça s'appelle Daughter and Dad, fille et père, et c'est donc un album à 4 mains avec ma fille, où, on compose ensemble les morceaux, on compose, elle écrit en anglais et on chante ensemble sur cet album-là. Ça va être un super truc aussi, voilà. Donc on Eh est ben, on j'ai est hâte. les plus gros, le plus gros, je dirais, la plus grande dynamique de cette année, c'est finir les formations spirituelles, Mmh. continuer de refaire. Maintenant, je vais revenir sur les réseaux et cetera, faire un petit peu de présence sur les réseaux, et Le retour sur la Twitch? retour, peut-être retour sur Twitch, on verra ça, on verra ça. Peut-être En tout retour. cas, au niveau musical, il y aura beaucoup, beaucoup de choses dans les 2 années qui viennent, mais beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que, rien que par exemple mon album, il y a 14 morceaux, donc ça veut dire qu'il y a 14 clips, donc tu imagines le nombre de stories qui peut être fait à partir de ça, de Mmh. reels, et cetera, et pareil, à démultiplier par tous les autres, donc voilà. Voilà mon petit Fabien. Eh ben, merci mon Padge, d'être venu pour cette émission, le tout 1er. En plus, tu es le La parrain, première. oui, tu es la première et tu es aussi le parrain de l'émission. Voilà, tu as Ouais, accepté d'être merci, le parrain de merci, l'émission. On a merci. oublié de le préciser en plus, tellement qu'on était content de Pas faire grave, mais tout le l'émission monde l'a qu'on a compris, oublié. tout le monde l'a compris, tout le monde l'a Voilà, compris. et nous on va terminer, sur la vidéo que Benoît Alman t'avait fait pour ton projet sur Ulule, qui prenait la voix, pour Morgan Freeman, sur comment va être justement ta chaîne YouTube Padge, justement. Ouais, c'était Donc, génial, c'était un moment extraordinaire. On se retrouve après ou on se dit au revoir tout de suite? bah, on va se dire au revoir et puis on va se laisser avec la vidéo et puis ça sera terminé tout OK. simplement. Eh ben, merci à tous Merci. ceux qui ont suivi sur YouTube, sur partout. Venez suivre Fabien, venez suivre la chaîne, Aries. Je sais pas si on dit, Pareil, toi tu dis Aries? Toi, tu dis Aries ou tu dis Aries? On dit Aries. Ah bah, Aries Aries, et parce que je t'ai entendu dire que tu dis Aries, à un moment donné. Mais bon, bon? Ah et bah, donc voilà, ça, c'est la bouche. merci. Merci à Fred Rochette, merci à Fred Rochette, le grand Fred Rochette qui était aux manettes, Aux et manettes, voilà. N'oubliez pas de voilà. suivre les réseaux de Padge, hein, Instagram, Ouais, ouais. TikTok, YouTube, numéro de téléphone, WhatsApp, non je rigole. Et puis on fera des petites stories avec ce qu'on a fait. Si vous me préparez des Oui, stories, bah, voilà. elles Et si et seront, si on et si et si on s'est planté, on vous fera des best-of. exactement. Ça c'est oui, Voilà. oui, avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah, au revoir tout le monde, merci tout Au le revoir tout monde, le et puis monde et on tout de suite, on salue la la vidéo. mémoire de Benoît dans cette Voilà. vidéo. Dans cette vidéo, la vidéo de Padge, la chaîne YouTube Padge par Vous allez Benoît Alman. comprendre en l'écoutant, vous allez comprendre en Voilà. l'écoutant. En tous les cas, Beaucoup de gens m'appellent pour me demander à quoi ressemblera la chaîne YouTube de Padge, de Pierre-Alain de Garrigue. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on y verra des sujets très différents, un peu comme une maison est faite de plusieurs pièces. Monsieur, Oui? quel sera le premier axe?
Évidemment, ce sera celui de l'acteur et du travail de la voix. Il y a une grosse attente de la part des internautes qui veulent en savoir plus sur les coulisses de ces métiers qui sont parfois dans l'ombre. Ce qui m'amène au deuxième axe de la chaîne de Page, le résultat de l'acting via des web-séries, des parodies ou des capsules expérimentales bien barrées ou plus sérieuses. Pierre-Alain l'a pensé comme la vitrine d'un laboratoire créatif, avec un penchant prononcé pour la déconnade. La musique sera l'objet du troisième axe de la chaîne de Page. Comme vous le savez, c'est sa première passion. Pierre-Alain a pour objet d'enregistrer son second album. Et dans cet objectif, il postera chaque mois un clip pour illustrer une nouvelle chanson. Monsieur? Oui? Et alors, quel sera le dernier axe? Le dernier axe sera celui de la spiritualité, de l'attitude intérieure. Quand on lui demande comment il fait pour être toujours aussi positif, Pierre-Alain répond, comme le Dalai Lama, « Je travaille mon jardin intérieur pour voir grandir mon jardin extérieur. » Son idée, c'est de partager avec vous des pensées, des réflexions poétiques et philosophiques qui font du bien à l'humain. Pardon, monsieur. Oui? Est-ce que vous pensez que pour lancer sa chaîne, il va changer de look? Il serait bien plus beau avec des cheveux courts et un costume cravate, comme moi. Comme vous, dites-vous? Ouais. Franchement, j'en doute.